metal band Damage Plan took the stage at the El Rosa Villa. During their first set, toutes les télévisions et les chaînes de radio américaines ont interrompu leur programme pour annoncer la mort de John Lennon. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de foudre dans les rues de New York. Tupac Shakur dead in Las Vegas, ironically on this Friday the 13th. All right. Ah, j'ai encore pas fermé les rideaux. T'as pas fermé les rideaux? Non, c'est... Ben, gars, je vais faire l'introduction, puis on va aller fermer les rideaux après. C'est bon. Parce que c'est... Hey! Salut tout le monde. C'est moi qui anime à soir. Ben, à soir, là, cet épisode-là. Là. Puis, devinez, j'étais avec qui? Avec le seul et l'unique. Mon roux préféré. Alex. Faut que j'aille faire... Ah ouais, parle, faut que j'aille fermer les rideaux, là. What's up, Papy Joe? Ça va, mon gars? Ça va bien, faut que j'aille fermer les rideaux. Ouais, vous t'avez fermé les rideaux. j'ai échappé ma bouteille. Non, pas fait de dégâts. Non, j'ai fermé ma bouteille. OK. Ouf, une chance. Ouais, je ferme mes affaires. On fait des départs boiteux. Pas boiteux, c'est parfait, c'est professionnel. Ah. Allez où ma gauche? Le fil à gauche. Le monde de la gauche. Ah bon, le monde de la gauche. Bon, mais ouais, fait que Papy Joe, à mon tour de se lancer dans de te raconter un récit. Hey, j'ai hâte. T'as hâte? Hey, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que j'ai pas pris le temps, mais je suis quand même pas mal occupé avec ce qu'il y a à faire avec le podcast. Voyons, qu'est-ce que tu parles? T'as tout le temps devant. Fait que, T'as pas de vie familiale, tu fais rien, t'as juste ça à faire. C'est ça. Fait que c'est ça, fait que j'ai pas souvent le temps de faire d'écrire une histoire, faire les recherches pour faire une histoire puis tout ça. Puis là, vu que ça fait vraiment longtemps, ben j'ai eu le temps d'en faire une entre-temps. Moi, je suis juste fier de toi. Yes. Parce que tu peux juste t'améliorer. Tu peux pas régresser. Essaye. Essaye de faire de mon mieux. Vas-y, t'es capable. OK. Fait que, est-ce que tu connais le groupe Bérurien Noir, Papy Joe? C'est un groupe de punk. Ouais, c'est un groupe de punk que je parle souvent. Fait que j'imagine que tu connais Bérurien. Ouais, je suis curieux de t'entendre parler d'eux autres. C'est un peu obsessif, ça fait peur. Exagère pas, là. Ouais, c'est ça. J'avais envie de parler de la chanson Le Renard. Est-ce que tu connais la chanson Le Renard? Je pense que je te l'ai envoyé pour que tu puisses l'écouter. Le renard, la belote, j'entends. Exactement. OK, ouais, je la connais. Non, mais ça, j'ai envie de parler de l'histoire derrière Le Renard. J'ai quand même eu de la misère à trouver des trucs là-dessus, malgré que ça a été comme un des plus gros cas de... Comme un des cas qui a pris le plus d'enquêteurs, de policiers sur l'affaire, mettons, là. Ben, ça dépend. Je veux dire, si ça touchait-tu des personnes importantes ou pas? Semi, quand même. Là, des familles, beaucoup. Là. Il y a beaucoup d'affaires. Beaucoup. Ah ben, yeah. Commence, si on veut finir. Il y a beaucoup d'affaires, puis c'est ça. Fait que Angleterre, été 1984. Hey. Back in the days. L'été avant que je naisse. Non, après. Après que je naisse. Je suis né en 83. 83. T'avais 1 an quand le renard a commencé à frapper. Ma fille tripe ses renards. Tu penses que je pourrais y faire écouter? Non. OK. Non, moi, mes Pam devrait peut-être aimer mon épisode. Là, j'aime pas ça. Là, je suis fâché. Mais vas-y, continue. Le pays est secoué par des tensions économiques, des grèves massives et une société en pleine mutation. Dans les villages calmes et reculés du Bedfordshire, Buckinghamshire et de Hertfordshire, la population vit encore dans une certaine insouciance, loin du tumulte des grandes villes. C'est ça qu'on appelle l'économie à shear. À Shear. À shear en Chris. À Shear. Il y a beaucoup de Hertfordshire. des mots vraiment faciles à dire là, pour quelqu'un qui est super bon en lecture. Là. Mais entre juillet et septembre, cette tranquillité va être brisée par une série d'agressions violentes. Des cambriolages inhabituels, des attaques brutales, des viols. Un homme rôde, il agit de nuit, il connaît les chemins de campagne, les horaires, les habitudes. Il traque ses victimes comme un prédateur. Comme un renard. Comme un renard. Rapidement, la presse lui donne un nom. On l'appelle... Fox Lady. Non, The okay. Fox. Le renard.
à cause de sa capacité à s'introduire dans les maisons sans laisser de traces et de disparaître aussi vite qu'il est venu. Non, Papy Joe, je sais que ça parle de viol. T'es pas obligé de faire de joke. Ce soir, nous revenons sur l'un des plus importants cas criminels du Royaume-Uni dans les années 80. On retourne dans le passé. On retourne dans le passé. Dans le passé, c'était toujours mieux. Tout commence dans le courant du mois de juillet 1984, dans la région de Leighton Buzzard, dans le Bedfordshire. Ça chire. Ça chire. Je suis désolé pour la prononciation des noms là, de villes. Hey, c'est pas moi qui va te juger là-dessus, tu le sais. Là. Ouais, mais toi, tu te lances dans le Jap, dans l'espagnol. Ouais. Une première série de cambriolages attire l'attention. Des maisons sont fouillées de fond en comble, mais certains détails intriguent la police. L'auteur semble prendre son temps. Il mange sur place, il utilise les toilettes, il déplace des meubles. On a même retrouvé un fauteuil placé devant une fenêtre, comme s'il observait les alentours. Des objets personnels sont volés, mais aussi des armes. OK, ben, tu sais, je veux dire, faut désarmer ses victimes si tu veux réussir à faire de quoi dans la vie. Ouais. Il a surtout volé un 12 coupé, qui est comme devenu pas mal son arme, là. Ben, c'est une arme classique, c'est un 12 coupé, je trouve. Ouais. En tout cas, il aimait bien ça. Le 9 juillet 1984, dans un village des environs, une première agression sexuelle est reportée. Une femme est réveillée dans la nuit. Un homme masqué l'attend au pied de son lit. Il est armé, il la menace, la ligote et la viole. C'est le début d'une série de violences de plus en plus graves. Entre juillet et septembre, on recense 6 agressions sexuelles, dont plusieurs viols. Total. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. 18 cambriolages ou tentatives d'infraction et au moins 3 attaques violentes sur des hommes présents à domicile. Est-ce qu'il violait les hommes? Aussi. Ah, au moins, il y avait une parité, là. Oh, et il s'en foutait, là. Un trou, c'est un trou! Ouais. Le mode opératoire est similaire à chaque fois. Il agit la nuit entre 22h et 3h du matin. Il porte un masque. Il est armé souvent d'un fusil ou d'un revolver. Il utilise des cordes ou du ruban adhésif. Il coupe les lignes téléphoniques. Et surtout, il semble avoir étudié ses cibles. Tu sais, c'est pas un cave, là. Ben... Dans sa manière d'opérer. Là. Oh, quand même. Là, c'est ça, il sait qu'est-ce qu'il fait. C'est ça, il sait qu'est-ce qu'il fait. C'est un cave, oui. C'est ça, ouais. Les enquêteurs de 3 comtés différents, Bedfordshire, Hertfordshire et Buckinghamshire, unissent leurs forces. Ouais, ça c'est la chasse aux renards, désolé. Là. Ouais. Ça commence, la chasse commence. Et ils font une task force de plus de 200 policiers est mise en place. C'est l'une des plus vastes enquêtes de l'époque dans le pays. Ouais, c'est quand même 200. Si tu veux le ramasser, le gars, là. C'est ça, il y a beaucoup d'affaires qui se passent. Fait qu'ils ils essayent de trouver, là, pour vrai. Puis c'est ça, ils ont, comme je te disais tantôt, c'est vraiment comme c'est ça qui m'a étonné. Tu sais, comme je tapais parce que j'avais pas son nom au gars. Fait que je cherchais par rapport au renard de Fox. Puis Chris, je trouvais fuck all, là. Mais tu sais, j'étais comme... Tu trouverais surtout genre de la chasse au renard. Non, mais tu sais, je cherchais comme agresseur en Angleterre. J'ai quand même eu de la misère à trouver. Je l'ai trouvé, mais... Ouais, quand t'as pas le nom de base, ça va mal. Ouais. Le FBI est même consulté pour établir un profil psychologique, mais le profil reste large. Un homme blanc, entre 25 et 40 ans, méthodique, probablement d'expérience militaire ou en survie. Les médias s'emparent de l'affaire et le Daily Mail titre « Un maniaque rôde dans les campagnes anglaises ». C'est un gros titre putaclic. Le monde va l'acheter ton papier. Fait que là, en 84, il y avait beaucoup de clics. Je te le dis. La peur s'installe dans les villages, les serrures sont changées, les gens dorment avec des battes de baseball sous les lits. Certains dorment même dans leur voiture et ont peur parce qu'ils ont peur d'être attaqués chez eux. Là, ouais. Tu
Tu sais, Ouais. barrer tes portes de char ou barrer tes portes de maison, je vois pas vraiment la différence, mais gars. Peut-être qu'il y a le système d'alarme après l'auto, par exemple. Dans le 84, ouais, peut-être. Alors que le mois d'août et de septembre s'étirent, les attaques du renard deviennent de plus en plus audacieuses et violentes. Le 10 août 1984, dans le village de Malden, il frappe à nouveau. Cette fois, une jeune femme de 23 ans, seule chez elle, se réveille en pleine nuit pour trouver un homme dans sa chambre. Toujours masqué et armé, il la menace et après l'avoir maîtrisée, la viole. Mais ce qui est particulièrement choquant, c'est qu'il prend son temps. Il se sert dans les provisions de la maison, mange et boit. Il la force ensuite à l'accompagner dans la salle de bain avant de quitter les lieux. Il n'emporte que des objets insignifiants, mais sa signature est claire. Il aime observer, il aime la peur qu'il génère, il laisse des indices, mais aucun qui ne puisse mener directement à lui. Je sais pas si le renard, ça aurait été vraiment un bon titre pour lui. Il me semble. Il faisait aussi genre des... je l'ai pas vraiment dans mes trucs, là, mais genre des fois, il se faisait des petites cabanes, genre, dans les maisons, genre, dans les salons. Genre, je viens de te battre, te violer, mais je vais faire un fort en coussin. Mettons, où ce qu'il a trouvé le shotgun, il a fait... comme il rentrait là, il n'y avait pas personne. Fait que dans le salon, il a fait comme une cabane avec des coussins et tout ça. Il a allumé la télé, mais il a comme couvert la télé. Fait que c'est juste comme un... Fait qu'il se faisait genre des petites tanières des fois chez le monde pour se cacher, pour les attendre ou... Je l'adore. C'est pas bien qu'est-ce qu'il faisait, mais son motus operandi, il est quelque chose. Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça que je trouvais ça quand même étonnant d'avoir de la misère à trouver des affaires sur lui. Ouais. C'est quand même un gros cas, mais c'est ça comme que je dis à la fin, son nom a été comme un peu oublié. Là, fait que c'est très bien comme ça. 2 semaines plus tard, le 24 août 1984, dans le village voisin de Oakton Regis, une autre agression se produit. Cette fois, l'attaque est bien plus brutale. Le renard fait irruption chez un couple de retraités. Il les menace tous deux avec une arme, les ligote, puis viole la femme de 60 ans sous les yeux de son mari. Avant de les séparer, il ne semble pas être pressé, prenant des pauses, vérifiant les alentours. Ce qui est frappant dans cette attaque, c'est la brutalité. Le renard n'hésite pas à appliquer une pression psychologique intense sur les victimes, les obligeant à collaborer avec lui dans une atmosphère de terreur palpable. Ça me fait penser à une histoire. J'écoute Indéfendable, puis il y en a un, justement, il rentre dans une maison, puis il sépare les petits vieux, puis je pense qu'il viole la grand-mère. C'est bon, Indéfendable. Une fois l'inspiration. Hein. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est quand même hardcore. Hein? Ma Pam est satisfaite. À chaque attaque, il montre un raffinement macabre. Il ne se contente pas de violer, de cambrioler ou d'agresser. Non, il pousse ses victimes dans leur dernier retranchement. Il les fait parler. Il s'assure qu'elles sont terrifiées. Le mois de septembre arrive et avec lui, une nouvelle série d'attaques. Le 3 septembre 1984, un couple de trentenaires est attaqué dans leur maison à Biggleswade, une petite ville située à quelques kilomètres des précédentes scènes de crime. Mais cette fois, un détail dérangeant refait surface. Le renard semble évoluer. Il ne se contente plus des simples gestes de terreur. Il commence à forcer les victimes à l'accompagner dans des trajets à travers la maison, parfois même en dehors de la maison, comme s'il cherchait à contrôler les lieux et s'assurer qu'aucune porte n'est laissée ouverte à la fuite. Ben, le renard, il évolue, là. Je sais pas si les noms. C'est quel petit Pokémon qui a un nom de renard, là? Je sais pas, moi. Il lui pisse quelque chose, puis il devient un autre renard plus gros, genre. Peut-être ça qu'il fait. Peut-être. OK. Une semaine plus tard, le 10 septembre 1984, dans un autre village, c'est une autre famille. Un couple avec un enfant qui devient sa cible. Cette fois, l'attaque est particulièrement vicieuse. En plus des violences physiques habituelles, le renard vole des objets personnels, dont des bijoux de valeur, mais aussi des objets intimes comme des vêtements. Ce geste semble marquer un tournant dans la nature des attaques. Il ne s'agit plus seulement de cambriolage ou d'agression, mais de violation de l'intimité personnelle des victimes. Des attaques sur leur vie privée, des objets qui étaient censés être intimes deviennent des trophées de sa cruauté. Là, il n'y a pas touché aux enfants.
Il n'a pas touché à l'enfant, mais imagines-tu... C'est correct. Imagines-tu comment ça doit être épouvantable de ça? Tu sais, il a violé les 2 parents dans la chambre à côté. Attends, il a violé les 2 parents? Ouais. Puis C'est vrai qu'il est dans la parité, au moins. il est dans la chambre à côté de la petite. Puis imagine comment eux autres doivent juste penser à ça, là. Faut pas qu'elle se réveille. Faut pas qu'elle se réveille. Ben, il y a sûrement eu un film sur lui. J'ai pas vu de film. On va essayer de trouver ça. Les attaques semblent atteindre un paroxysme. Les crimes commis par le renard restent sans réponse. En quelques mois, le bilan est effrayant. 11 victimes, 7 viols et une série de cambriolages violents qui ont profondément marqué la région. Les médias et les habitants sont en proie à la terreur. On commence à soupçonner que l'attaque contre ces familles n'est pas le fruit du hasard, mais d'un plan méthodiquement élaboré où chaque étape semble calculée. Cependant, aucun témoin n'est en mesure de fournir des informations précises. Le renard reste invisible, il opère dans l'ombre et sa fuite est aussi rapide que ses incursions. C'est un renard. Au cœur de ce chaos, les policiers continuent de se battre contre l'invisible. La tâche semble de plus en plus ardue à chaque agression. Ils n'ont aucune piste sérieuse, aucun indice tangible. La peur se répand à travers les villages. À ce stade, il semble qu'aucune maison ne soit en sécurité. Mais, d'après moi, s'ils se promènent de village en village, c'est sûr que c'est plus facile que dans une grande ville. Parce que si tu rentres dans une maison qui est plus éloignée que l'autre maison... En même temps, un village, pas beaucoup de monde, là, tu passes moins inaperçu. Hein. Ben, ça dépend comment il fonctionne, c'est ça. Peut-être qu'on va le découvrir avec le temps, mais il me semble que ça se fait bien. Là. Je sais Pas que j'encourage ça. Mais c'est sûr, il se déplace, mais c'est ça, comme tu sais, c'est justement là, un gars qui va être vu. Ah, Chris, on l'a vu à telle place, on l'a vu à telle place. Mais c'est qu'ils n'ont aucune description. Ben, s'il est toujours masqué, premièrement, s'il utilise toujours les mêmes vêtements, s'il calcule bien ses affaires, comme la dernière fois que j'en ai parlé d'un meurtrier, il se promenait à travers les États-Unis, puis il y avait toujours ses kits de meurtre à porter, là. Il s'organisait d'avance. Là. Fait que c'est peut-être à voir avec ça. Là. Peut-être la même affaire. Peut-être. À l'automne 1984, le climat dans le nord de Bedfordshire et le Buckinghamshire n'a plus rien de paisible. Les rideaux se ferment plus tôt. Les lumières restent allumées toute la nuit. Les habitants s'arment, renforcent leurs portes, dorment avec des battes de baseball et des couteaux de cuisine à portée de main. Un nom circule de bouche à l'oreille, le renard. Un surnom donné par les médias, inspiré de son mode opératoire furtif. Dans sa capacité à se faufiler dans les maisons et de manger du poulet. Et à échapper à toutes les tentatives de capture. Ah, manger du poulet, c'est la même affaire. Le mystère est total. Aucun suspect, aucun portrait robot, seulement des descriptions vagues. Un prédateur nocturne insaisissable. Un renard. Face à la pression médiatique, l'inaction n'est plus envisageable. La police met sur pied une des plus grandes opérations. Là, on repart là-dessus. Et je semble avoir recopié le même bout. Ce sera pas long. C'est pas grave, je te pardonne. Mais oui. Ça arrive à tout le monde. Bon, fait qu'ils refont leur enquête parce que c'est ça. Dans mes trucs que j'ai cherchés, ils reparlaient de ça. Ils refont leur affaire. Les méthodes traditionnelles suffisent plus. Il faut innover et surtout collaborer. L'idée est simple, centraliser toutes les informations concernant les attaques suspects, les tentatives d'infraction, les mouvements inhabituels la nuit. Chaque appel, chaque plainte, chaque doute est traité et comme une pièce de puzzle. Fait que quand quelqu'un appelle, il le traite pas comme un enfant qui criait au loup. Non, plus là. Puis là. C'est plus le temps de crier au loup non plus. Non. Les enquêteurs se concentrent d'abord sur les points communs entre les attaques. Les maisons ciblées sont isolées, souvent proches de terrains boisés ou de champs. L'agresseur agit presque toujours par infraction, généralement en brisant une fenêtre à l'arrière, souvent après avoir coupé l'électricité. Il semble connaître parfaitement les habitudes de ses victimes. Dans plusieurs cas,
Il avait déconnecté des lignes téléphoniques ou désactivé les sonnettes. Un comportement digne d'un professionnel de l'observation. Un renard. Un renard. Un renard. Un renard. Mais ce qui intrigue le plus les enquêteurs, c'est la précision militaire avec laquelle l'homme se déplace. Il ne laisserait presque aucune trace, il sait exactement quoi toucher et surtout quoi ne pas toucher. Certains inspecteurs commencent à se demander si l'homme n'a pas une formation en surveillance ou même d'un passé militaire. C'est à ce moment-là que la police décide de faire appel à un tout nouveau système d'enquête informatisé, le HOMS, pour Home Office Large Merger Inquiry System. Fait que là, c'est vrai qu'on retourne en 84. Fait que là, il y a un ordinateur. Tout le monde est comme « Wow! On va découvrir des nouvelles choses! » Oh oui. C'est que ça devait prendre du temps. Il permet de centraliser des milliers d'informations, rapports, témoignages, appels, indices dans une seule base de données. Une première pour ce genre d'affaires. Ça, c'est spécial. Ouais, fait que là, ça au moins, c'est une belle avancée pareil. Parce que là, tout qu'est-ce qui est déclaré, mais au moins, ils se ramassent tout à la même place. Fait que c'est plus facile à chercher. Centraliser l'information, tout, puis en même temps, c'est documenté, c'est ça. La rapidité de communication augmente, disons-le de même. Exact. Et grâce à cette technologie, un détail capital commence à émerger. Un véhicule suspect aurait été repéré à proximité de plusieurs scènes de crime. Un Ford Cortina verte. Du feuillage de renard. Souvent garée dans des zones boisées et toujours présente dans les environs juste avant ou après une attaque. Ce n'est pas une preuve, mais c'est une piste. Je me demande des fois si le monde, après ça, en sachant cette information-là, quand le gars qui sait maintenant que son véhicule est peut-être affiché à quelque part ou si ça a été laissé dans les médias, à un moment donné que tu le vois, tu fais pas juste comme « Ouf, je vais prendre ma retraite ». Mais c'est fou aussi comment là, ils ont eu de la misère, comment ça a pris du monde aussi pour le trouver. On parle de plus de 200 policiers là, quand même. Puis, il y a, comme aujourd'hui, imagine là, comment que ça peut aider justement tout le monde qui a un téléphone dans ses poches pour avoir toutes les caméras, les systèmes de caméras qu'il y a partout, comment que ça peut maintenant aider comparativement dans ce temps-là qu'il y avait peut-être vraiment moins ou que la qualité était moins bonne, mais chier, soit que ça peut aider, soit que ça fait peur parce qu'à cette heure, ils peuvent savoir partout où est-ce que t'es. Là, ça fait peur, mais pour des cas comme ça. Un cas de même, là, ça peut vraiment aider. Là. Ouais. Parce que c'est ça, il aurait pu, mettons, avoir une photo là, du char. Une photo d'un gars qui a roulé. Ouais, mais au moins du char. Ouais, c'est ça. C'est pas une preuve, mais c'est une piste. La pression est immense, les autorités sont critiquées par leur lenteur, la peur se transforme peu à peu en colère, et malgré les efforts déployés, le renard continue de frapper. Mais un élément va tout changer. C'est souvent dans les détails que les prédateurs laissent échapper leur vraie nature. Genre le sperme qui traîne partout? Non, il n'y a pas de l'air d'avoir... Mais tu sais, en même temps, l'ADN, en 84... Ouais, c'était peut-être pas encore ça à coche. Non, je pense pas. C'est souvent que Malcolm Furley, alias le renard, a toujours été méthodique, prudent, insaisissable. Mais même les prédateurs les plus rusés peuvent faire des erreurs. Ouais. Nous sommes maintenant à la fin du mois d'août 1984. La police, malgré tous ses efforts, ne dispose encore d'aucune preuve formelle. Les agressions continuent, les patrouilles se renforcent, des hélicoptères sont mobilisés et les checkpoints routiers se multiplient dans les villages de Buckinghamshire et du Bedfordshire. C'est alors qu'un appel attire l'attention des enquêteurs. Une femme signale. Une femme signale avoir vu une voiture suspecte à plusieurs reprises près de son domicile. Un Ford Cortina verte. Garé dans une zone boisée, non loin des lieux de plusieurs attaques. La voiture semble abandonnée. La police envoie immédiatement une équipe sur place.
C'est sûr, là. Je veux dire, il l'attendait depuis le temps qu'il le cherche. On allait le chercher. À l'intérieur du véhicule, ils trouvent une série d'objets intrigants. Des gants, du ruban adhésif, un tournevis, une cagoule, une carabine à air comprimé. Aucun doute, ils ont mis la main sur le véhicule utilisé par l'agresseur. Mieux encore, ils découvrent des empreintes digitales exploitables et un bulletin de salaire appartenant à un certain Malcolm Fairley. Un bulletin de salaire. Le gars, il laisse traîner son slip de paye dans le char qu'il utilise pour tuer du monde. Mais non, excuse. Il n'a pas tué personne. Il a agressé bien des gens. Il a tué des choses en contexte. Appartenant à un certain Malcolm Fairley, employé dans une entreprise de menuiserie à Lincoln Buzzard. Hein? Au moins, il n'était pas ramoneur de cheminée. Non. Non. C'est la première vraie piste concrète de l'enquête. Rapidement, les enquêteurs dressent le portrait de Malcolm Fairley, un homme de 33 ans, né à Stanley, dans le comté de Durham, dans le nord-est de l'Angleterre. Il a un passé criminel, notamment pour cambriolage et conduite sans permis. Il vit seul dans une caravane dans un parc résidentiel à Lincoln Buzzard, un endroit calme en apparence, situé à proximité de nombreuses scènes d'agression. Quel hasard. Quel hasard. Mais en fait, quand c'est un gars, tu sais, avec un peu de recul, tu peux dire que c'est un gars qui tient le local à cœur, là. Ouais. Je veux dire, il consomme pas ailleurs. La police place les lieux sur surveillance discrète. Le 26 septembre 1984, à 3 heures du matin, les unités spéciales de la police encerclent la caravane de Fairley. Ils craignent qu'il soit armé, peut-être dangereux, peut-être prêt à fuir, mais l'arrestation se déroule sans résistance. Ben, c'est ça, tu sais, ce monde-là, avoir les profils à force d'en lire, des choses comme ça. Tu vois qu'on dirait, rendu à un certain point, ils sont comme « Ah, ben, je me suis fait pogner. » C'est que tu me pognes. C'est ça. Petite bande de pourris. À l'intérieur, à l'intérieur de la caravane, les policiers trouvent une quantité accablante de preuves. Des cagoules, des cordes, des menottes, une fausse arme à feu, des lunettes de vision nocturne, du matériel d'espionnage et même certains objets volés chez ses victimes. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est la présence de journaux contenant des articles sur ses propres crimes. Fairley suivait l'enquête. Il lisait tout ce qu'on écrivait sur lui. Il se savait traqué, il se nourrissait de cette peur. L'homme qui avait semé la terreur pendant les débat venait d'être capturé. J'aime que je suis sûr qu'il se crosse en regardant un couple de journaux, genre. T'es comme « Ah, vous m'avez pas pogné. » Ça a été long. Plus c'est long, plus c'est bon. Lors de son arrestation, Malcolm Fairley reste d'abord silencieux. Il est placé en garde à vue et interrogé pendant plusieurs heures. Mais face aux preuves accablantes, il finit par parler. Fairley reconnaît l'intégrité des agressions qui lui sont reprochées. Il décrit avec précision les scènes de crime, les itinéraires empruntés, les maisons repérées à l'avance. Il admet avoir utilisé des jumelles et des dispositifs d'écoute pour observer ses victimes avant de passer à l'acte. Son but, repérer les habitudes, les moments de vulnérabilité, les horaires propices à l'intrusion. Ben, c'est ça. Il confirme aussi une donnée cruciale pour les enquêteurs. Il agissait seul, aucun complice, aucune aide extérieure. Mais plus que tout, c'est la froideur clinique de ces récits qui choquent les enquêteurs. Il ne montre aucune émotion, aucun remords. Ben, c'est un vrai, là. Je veux dire, à un moment donné, t'assumes qu'est-ce que t'as fait. Tu te mets pas, genre, à aller dans une émission à bégayer. Tu le fais live. Tu sais? Hein? Clin d'œil, qu'un peu de parents, tout le monde en parle. Tu mets la caméra sur toi. Ah ouais, c'est vrai. Clin d'œil. J'oublie ça. Compliqué de Python. Ouais, c'est ça. L'affaire prend une nouvelle tournure lorsque Fairley est soumis à une évaluation psychiatrique. Les experts découvrent un homme profondément perturbé, marqué par une enfance difficile, faite de violences domestiques et de rejet. Il a grandi dans un foyer instable, livré à lui-même dès l'adolescence. À 16 ans, il quitte l'école sans diplôme. Très tôt, il enchaîne les petits boulots, les cambriolages et les séjours en prison. On note chez lui une personnalité obsessionnelle, un besoin de contrôle absolu sur ses victimes et un goût manifeste pour la mise en scène.
Il n'était pas impulsif, il planifiait ses attaques, les étudiait, les rejouait mentalement. Mais malgré ce profil inquiétant, le psychiatre conclut que Malcolm Furley est pénablement responsable de ses actes et il comprend parfaitement la portée de ce qu'il fait. Je sais pas, il suivait ses journaux. Fait que s'il disait « Oh non, c'est de l'aliénation mentale! » Quoi? Tu te lisais dans le journal puis tu continuais. Tu sais, c'est pas comme tu étais détaché de ce que tu faisais. Là. T'es clairement très attaché à ce que tu faisais. Le 21 janvier 1985 s'ouvre le procès de Malcolm Furley devant le Crown Court de St. Albans. Il est accusé de 21 chefs d'accusation, incluant viol, tentative de viol, cambriolage, agression sexuelle, voie de fait et port d'armes. Les témoignages des victimes se succèdent, bouleversants, glaçants. Beaucoup sont présents dans la salle. Certains peuvent soutenir son regard, d'autres veulent comprendre pourquoi. Pourquoi nous? Furley ne montre aucune émotion durant les audiences. Il se contente de reconnaître les faits. L'accusation le présente comme un homme dangereux, manipulateur, qui a volontairement semé la terreur. La défense ne cherche pas à nier, il plaide la détresse psychologique. Ouais. Il me semble que ça... Étant donné que je suis un grand fan d'Indéfendable, je l'ai vu, les cas de détresse psychologique, puis à chaque fois, c'est douteux leur affaire. Là. C'est toujours comme nuancé à quelque chose, puis tu fais comme, nah, faut qu'il y ait en prison ce style-là. Oui. Mais c'est ça, la défense a essayé de lui faire éviter. Même s'il avoue, tu sais. En tout cas. Juste voir où est-ce que... Ici. Mais la justice ne vacille pas. Le 11 février 1985, après un procès de plusieurs semaines, Malcolm Furley est condamné à plusieurs peines de réclusion à perpétuité. Le juge ordonne qu'il ne soit jamais libéré. L'homme qu'on avait surnommé le renard, pour sa ruse, sa discrétion, sa capacité à s'éclipser la nuit, est désormais enfermé à jamais derrière les barreaux et ne chassera plus jamais. Mais les traces qu'il a laissées, elles restent. Les victimes, les familles, les villages, tout porte encore les cicatrices de son passage. Des années ont passé depuis l'arrestation de Malcolm Furley. Les journaux ont fini par ranger l'affaire dans les archives. Crissement bien rangé. Ça va passer, tu l'as retrouvé quand même un peu. Là. Oui, ça a été... les habitants du Bedfordshire, du Buckinghamshire et de Hertfordshire ont peu à peu retrouvé une forme de quiétude. Mais pour beaucoup, la peur ne s'est jamais totalement dissipée. Car au fond, ce que Furley a semé, c'est pas seulement la violence, c'est un ombre invisible, une angoisse nocturne, la crainte qu'un jour quelqu'un d'autre frappe à leur porte ou entre sans frapper. Dans les mois qui ont suivi son arrestation, cette affaire a traversé les frontières. En France, le groupe Bérurier Noir, emblématique de la scène punk alternative, s'en empare. Dans leur album Abracadaboum, sorti en 87, une chanson attire l'attention. Le renard. Le renard. C'est un hit rapide, nerveux, quasi martial. Le morceau évoque avec rage et ironie ce criminel tapi dans la nuit. Je suis le renard, hurle la voix de François Guillemot, alias Fanfan. Un petit punk. C'est de mon punk. Un texte court, percutant et véritable décharge sonore qui cherche moins à raconter les faits qu'à capturer le climat de peur que cet homme a su installer dans une région tout entière. Bérurier Noir, en transformant cette tragédie en cri punk, dénonce aussi l'impunité sociale, la violence d'un système qui fabrique parfois ses propres monstres. La chanson devient un symbole, celui d'un monde où les prédateurs se fondent dans l'anonymat, où un simple homme peut devenir une légende macabre. Aujourd'hui, Malcolm Furley est décédé le 24 mai 2024. Ah ouais? C'est quand même récent? Ça fait pas longtemps. Non? En 80, il s'est fait arrêter, il avait 33 ans. Quelque chose comme ça, là. Fait que 70 ans, facilement. Hein? Il n'a jamais demandé de libération conditionnelle. Il n'a jamais exprimé non plus aucun remords public.
Son nom s'est effacé du devant de la scène, mais son histoire, elle, continue de résonner. Elle résonne dans les mémoires, dans les cauchemars et dans les chansons. Yeah, c'était bon, ça. Pas pire? Je suis fier de toi, moi. Merci. Lâche pas. Fait que là, L'autre dans 6 mois. moi, je te promets que le prochain, moi, ça sera pas dans 6 mois. Là. Je le termine. Là. Mais c'est ça. Yes, y'a pas de trouble. Ouais, fait que c'était l'histoire derrière la chanson Le Renard de Biru. Ça a l'allure. Une petite bonne tonne, vous irez écouter ça. Ouais. Ouais. Elle dure pas 9 minutes. Non, elle dure pas 9 minutes. Et c'est bien parfait de même. Fait que maintenant, tu vas nous plugger? Hein? Tu vas nous plugger? Ben, c'est toi, là. Ouais, je peux nous plugger. Vous pouvez nous suivre un peu partout. J'ai lâché le site. On a plus de site. On a plus de site. Ouais, je payais 25$ par mois pour ça. Fait que là, on a plus .ca ni .com. On a toujours le .ca. On détient toujours le .ca. Ok. Et je paye plus d'hébergement de site. Ah, ok. Et tout ça. Mais on a encore notre adresse booking à dubrumesoreilles.ca que vous pouvez nous contacter si vous voulez C'est le plus venir, important. sur le podcast. Les bands puis les artistes si vous voulez ou si vous voulez collaborer avec nous aussi. Si vous êtes un podcast, tu veux collaborer, écris-nous. Sinon, tu peux nous encourager sur Facebook, Instagram. Si tu veux nous soutenir monétairement, il y a Patreon. Il y a Twitch, qu'on est moins présent, mais on va essayer de se remettre plus régulièrement là, sur nos enregistrements en live sur Twitch. C'est sûr que là, c'est plate un peu les entrevues, c'est pas possible en ce moment. Ouais, il y a bien des affaires qui se passent en ce moment, je pense. Ah. Chez tout le monde, il y a bien des affaires qui se passent, je pense. Ouais. Fait que c'est ça. Pour les entrevues, là, c'est ça. On enregistre sur Bedonden et Bedonron. Merci à eux de nous recevoir. Ah, il faudrait que j'y aille au moins une fois. Ben oui. On organisera un devant public de Du crime à mes oreilles au Bedon. Oui, on fera ma playlist de personnes qui pensent que 18 ans, c'est une date d'expiration. Ouais, c'est bon, ça. Je vais être le DJ de la soirée. Le DJ de la soirée. Avec les chansons de pédophiles. C'est que ça va être bon. Puis c'est ça, si vous voulez, laissez-nous un commentaire, dites-nous ce que vous avez pensé de l'épisode et on se dit à la prochaine tout le monde. Bonne fin de soirée. Bye bye! Bye, Papy Joe! Hey, d'autres, ta minute. Pour ceux-là qui sont en live, Ouais, restez là. parce que Papy Joe allez coucher les enfants. a préparé un after show. Oh yeah! On vous revient, ça sera pas trop long pour ceux-là qui sont en live sur Twitch. À tout de suite.